C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Méditation. On se retrouve comme d'hab avec un nouvel invité et aujourd'hui je reçois Damien Lamy, qui est combattant de jiu-jitsu brésilien, qui est entrepreneur spécialisé dans l'immobilier, les finances personnelles. Donc on va parler de son parcours, de sa vision, de son expérience, du lien entre performance sportive et entrepreneuriat. C'est vraiment chouette, c'est un sujet que j'ai pas forcément encore abordé, donc salut Damien, merci d'avoir accepté l'invite et content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Salut Paul, moi ravi d'accepter, ravi de passer ce moment avec toi, avec ton audience. Mélanger l'entrepreneuriat, le sport, pour moi c'est mon dada parce que je pense qu'il y a plein de choses qui se recoupent pour aller chercher les meilleures performances des deux côtés. Mhm. Donc c'est un plaisir. Yes, surtout quand on parle de la dimension mentale, parce que peut-être que dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas toujours le cas, il y a moins cette dimension physique qu'il y a dans le sport. Par contre, le mindset, le mental, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et on va pouvoir en parler. Je pense que si, tu vois, il y a dans l'entrepreneuriat la dimension physique. Hmm. Ceux qui vont loin ont des coachs perso. C'est pas forcément des grands sportifs, mais ils ont des coachs perso au moins une ou deux fois par semaine pour aller vider une certaine, comment dire, un stress, une émotion. Donc je pense que dans tous les domaines, tu peux pas aller loin sans vider ton sac, j'ai envie de dire, avec le sport. Ouais, et il faut aussi être en forme, il faut réussir à avoir des bons niveaux d'énergie sur toute la semaine, donc être en bonne santé, être en forme, ça aide aussi dans la vie d'entrepreneur, quoi. Yes. Euh, Commençons par revenir un petit peu sur ton parcours sportif. Toi, tu as fait du judo, tu t'es mis ensuite au jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et peut-être les moments clés de ton parcours sportif? Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé le judo à 5 ans. Ça remonte maintenant, c'est Mhm. en 1987. Donc ma maman, elle voulait m'inscrire au karaté et le prof de judo, je pense qu'il a bien joué le jeu parce qu'il a dit que le karaté, ça commençait qu'à 7 ans. Et Hmm. du coup, il m'a pris au judo. Ça a été mon prof pendant 30 ans. Et j'ai gravi voilà, les échelons tranquillement jusqu'au quatrième dan. Et en fait, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que c'est le travail qui paye. Moi, j'étais pas du tout le plus doué. Loin de là. J'avais des potes qui étaient bien meilleurs que moi dans les catégories Benjamin, minime. Et puis quand ça commence à être dur, vraiment dur, tu vois, cadet, junior et tout. Et en fait, bah, c'est des gens qui ont lâché l'affaire. Et moi, j'ai jamais lâché l'affaire parce que ça a jamais été super facile pour moi. Du coup, j'étais plutôt un besogneux à bosser, à bosser. Et en fait, bizarrement, ça a fait des déclics. Et ça m'a ancré le fait que euh, on peut être doué ou pas, le travail paye toujours. Le travail intelligent paye toujours. Donc ça, c'est le déclic que j'ai eu dans les sports de combat. C'est c'est le travail paye. Tu vois, on dit il faut répéter 10 000 fois, faut y aller, Moi, c'est devenu une passion. C'est-à-dire, je suis devenu quelqu'un d'assez analytique, d'assez. Je prends une tâche, je prends et je la découpe et je la défonce. Hmm. Et je passe ensuite à la suivante. Donc, ça a des inconvénients. Je suis obsessionnel, par exemple. Ça a développé chez moi un côté assez obsessionnel. Mais ça a fait ce genre de déclic. Ensuite, il se trouve que bah, au bout de pas mal d'années de judo, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues? Cinquième dan, sixième dan. Moi, j'avais pas envie d'être prof. Et c'est un milieu, au bout d'un moment, assez politisé. Il fallait aller faire des stages, aller se faire connaître. Bon, ça m'intéressait pas. Du coup, je suis passé au Jiu-Jitsu Fighting, qu'on a créé le club dans lequel bah, j'étais responsable d'une association. Et on a monté la session quand on a passé notre troisième dan, on s'est trouvé des chèvres en Jiu-Jitsu Fighting, alors que t'es ceinture noire de judo, du Jiu-Jitsu Fighting, du Jiu-Jitsu, et du coup on est trouvé qu'on était des chèvres, quoi. On n'avait pas le droit de porter un grade, c'était une honte, quoi. Du coup, Hmm. on a créé la session et j'ai fait quelques années comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je trouvais plus assez de plaisir, tu sais, aller à la salle et tout. Moi, je suis assez grand, quand même un gabarit. Du coup, je trouvais pas beaucoup de partenaires dans mon club de mon gabarit. Et ouais, je trouvais moins de plaisir. J'avais envie d'aller voir ce sport qui était le jiu-jitsu brésilien. Je voyais beaucoup de beaux bébés là-dedans, donc ça m'intéressait. Des gens qui avaient mon gabarit, tu peux avoir sur le tapis 10 personnes de ton gabarit. Tu fais, ça Hmm. m'intéresse. Et du coup, il y a un truc qui m'a ça a été l'opportunité, c'est-à-dire que j'avais le Cercle Tissier qui était à 5 minutes de chez moi, qui est un gros club du JB brésilien. Et à côté de ça, c'était l'opportunité de remettre une ceinture blanche.
Et en fait, j'avais envie d'être incognito. J'avais envie d'être un débutant à qui on va apprendre des choses, qui a tout à apprendre et qui vient voir un nouveau domaine. Vas-y, montre-moi comment on fait ceci, comment on fait cela. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien à mon cerveau de repartir. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Donc, j'étais salarié pendant 14 ans. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat assez tard au final par rapport à des jeunes qui se lancent dans la vingtaine. Et j'ai tout lancé. J'ai commencé en ceinture blanche aussi. Et je trouve que c'est, je sais pas ce que tu en penses, mais excitant en fait de remettre une ceinture blanche dans un nouveau domaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Je suis fier de ce que j'ai fait en judo. Je suis fier du niveau que j'ai eu. Euh, mais en fait, tu prends beaucoup. Tu relativises sur la ceinture, par exemple. Tu as le Graal de la ceinture noire, du Dan et tout. C'est cool. Mais en fait, l'épanouissement personnel, il passe par le fait de sortir de ton game plan, d'aller chercher des. Tu vois, j'étais au jiu-jitsu tout à l'heure, mais c'est tellement bon d'être bloqué dans un game plan à devoir améliorer. Moi, ça m'agite le cerveau, quoi. Tu vois, d'être bloqué, d'avoir un palier, de travailler comment le trouver. Toi, hier, j'étais sur de l'analyse vidéo pour essayer de trouver des réponses et améliorer mon jeu. Et j'adore ça. Ok, excellent. Justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours professionnel aussi. Donc toi, tu as été salarié pendant trop longtemps, puis tu es passé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que cette transition judo-jujitsu, elle s'est faite en même temps à peu près que la transition salariat-entrepreneuriat? Alors, c'est marrant parce que, alors, je pense pas qu'il y ait de lien réel, mais ça s'est fait, ouais, à un an près, dans la même vague, on va dire. Après, il y a surtout eu beaucoup de dev personnel. C'est-à-dire que Mhm, je dis souvent, quand tu commences à ouvrir un livre de dev perso, tu as deux approches. La première, c'est une secte. Et ça sert à rien dans ma vie, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'un psy. Non, je suis pas fou. Et la deuxième, c'est est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que ça peut me faire me poser des questions sur ma vie? Ça veut pas dire que ma vie, c'est de la merde, mais est-ce que je peux améliorer mon existant? Du coup, moi, j'ai commencé à lire des livres de dev perso. Et comme je t'ai dit, je suis obsessionnel. Bah, je vais jusqu'au bout et du coup, j'applique. euh, J'avance, j'applique, j'avance. Et à un moment, le risque de ça, c'est que tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé, bon, après, j'ai quitté le salariat. Alors, j'étais pas du tout écœuré du salariat en soi. Honnêtement, j'étais en banque. J'étais sur des projets très intéressants culturellement et tout. Et j'étais bien payé. J'avais 10 semaines de congé par an. Donc ça, j'avais pas trop de soucis. Mais par contre, j'étais en écart de mindset avec mes collègues. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, tu parles plus à personne. Ton cerveau, il pète les plombs, il explose, tu vois. mhm, Et c'est ça qui m'a fait arrêter. Donc moi, j'ai fait de l'immobilier. Donc j'ai pu me permettre en fait de prendre le temps d'aller vers l'entrepreneuriat, d'optimiser mes investissements immobiliers et mes autres investissements. Et en fait, de dessiner au fur et à mesure la vie que j'étais en train d'imaginer dans ma tête. Tu vois, j'ai pas fait 10 ans à me poser la question. J'ai parcouru des bouquins qui ont changé ma vision de la vie. Et à partir de là, ben, en fait, j'ai appliqué. Étape 1, étape 2, on valide, on monte. Étape 3, on valide, on monte. Et après, c'est assez naturel, en fait. Il y a pas d'autre chemin possible, en fait, pour ta liberté. C'est-à-dire que demain, je vais mourir. Ben, en fait, je veux avoir kiffé un podcast avec toi, tu vois. Parce que j'ai sorti un short il y a pas longtemps, euh, en rigolant, enfin, un peu d'humour, mais en fait, sur ton lit de mort, moi, sur mon lit de mort, j'aurais envie de pouvoir dire à mes enfants, mes petits-enfants, ça y est, j'ai vécu. Je vous ai transmis ce que je pouvais. Je pars me reposer, je suis fatigué, ça y est. Et pas, non, je veux pas mourir, j'ai une vie de merde, j'ai encore plein de choses à faire parce que j'ai rien osé faire dans ma vie, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et du coup, le passage de salarié, il a pas été avec un écœurement, il a été avec une logique. mhm, mhm. Ouais, à peu près la même logique en plus de ce que tu as décrit de ton passage du judo au jujitsu, c'est-à-dire bah, ok, j'aime ce que je fais, mais je commence à m'ennuyer un peu, peut-être que je m'y retrouve pas, j'ai envie de plus de challenge, j'ai envie de voir des gars plus challengeants et tout ça, bon ben je change de discipline et moi je trouve que c'est pas anodin que ça se soit fait en même temps, tu vois, cette transition-là quoi. Tu parlais de livres, est-ce que tu as un exemple de livre là qui t'a marqué, qui a vraiment eu un impact fort sur ta vie et ton développement personnel? Ouais, donc je lui fais toujours de la promo, mais je reste dessus parce que c'est là une vérité. C'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland.
Je connaissais pas Olivier à l'époque. J'ai pris son livre, j'ai appliqué une bonne partie. Et en fait, c'était. Moi, enfin, j'ai pu le rencontrer ensuite, papoter et tout avec lui et tout. Parce qu'après, Mhm. on a des cercles en fait, d'entrepreneurs et d'amis proches. C'est toujours marrant, ça. Il y a des gens que au début, tu connaissais pas, puis au fur et à mesure, en fait, ça devient des gens plus proches. Et en fait, c'est en 27 balles, et ça a changé ma vie parce que j'ai juste appliqué les choses. En fait, dans la vie, c'est juste ça. Un livre. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai écrit un livre aux éditions Maxima à 19 euros. Je crois qu'il est à 19,80 €. Donc, moi, j'accompagne les gens pour beaucoup plus cher. Mais je veux permettre à n'importe qui de ne pas avoir un prétexte sur l'argent pour se bouger les fesses. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, 19,80 €. Je crois que je gagne 1 € par livre, hein, en toute transparence. Moi, je suis assez cachouille. Mais j'ai fait ça pour que n'importe qui, personne ne peut avoir un prétexte sur le fait de passer à l'action aujourd'hui, en 2024. Et du coup, ce livre-là, honnêtement, les amis d'Olivier Roland, allez-y, allez le lire et appliquez par contre. C'est pareil, c'est comme tout. Écoutez ce podcast et appliquez pas, bon bah ça sert à rien. Honnêtement, vous perdez votre temps, quoi. Mhm. Euh, c'est la vie. Enfin, il n'y a jamais de changement. Je sais pas, Paul, toi qui accompagnes beaucoup de monde, il n'y a pas de changement sans prise de conscience et sans action, quoi. Donc il faut se bouger et après faut être heureux dans la vie, quoi. Mhm. On en a qu'une. Yes. Ouais, en effet, la prise de conscience, c'est quand même la première étape. Hein. Faut prendre de conscience de ce qui te bloque, de là où tu veux aller, etc. Et ensuite, ben, le passage à l'action massif, intensif, les efforts, comme tu disais, il y a que ça, il y a que ça de vrai, quoi. Euh, Il y a une notion qui, pour moi, est, on retrouve beaucoup à la fois dans le sport et dans l'entrepreneuriat. C'est la notion de succès. Je parle pas de victoire, je parle vraiment de succès. On entend souvent ce mot-là, cette notion-là, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Quelle est, toi, ta vision du succès, que ce soit dans le monde sportif, de la compétition, dans le monde des affaires? Et peut-être comment cette vision, elle a évolué, toi, au fur et à mesure de ton parcours? Alors moi, c'est assez simple là-dessus. Le succès que je vais arriver à faire, c'est si j'arrive à manier le sport, ma longévité dans le sport, des beaux challenges entrepreneuriaux, pas divorcer, éduquer mes enfants, être présent pour eux et leur donner les belles valeurs, j'aurai mon succès. En fait, moi, je ne vois pas un succès, enfin, de mon côté, je vois pas un succès dans un des domaines sans les autres parce que j'ai besoin de tout l'équilibre. C'est-à-dire que si jamais je suis le meilleur entrepreneur et je fais le meilleur chiffre d'affaires, mais ma femme, du coup, je la vois jamais, elle part avec son amant. Parce qu'au bout d'un moment, ben voilà, si t'es jamais chez toi, par exemple, c'est ce qui se passe, c'est la vie, c'est comme ça. Et ben, est-ce que j'aurais eu du succès? Je crois pas. En tout cas, ça sera pas ma définition du succès. Ma définition du succès, c'est vraiment d'arriver à quelque chose d'homogène, un ensemble homogène. Ce qui est très difficile, hein. Le sport demande beaucoup de temps, l'entrepreneuriat demande beaucoup de temps, les enfants demandent beaucoup de temps, une femme demande beaucoup de temps. Euh, et c'est un vrai challenge. Et c'est ça pour moi le succès, c'est quand c'est d'arriver, si j'y arrive, parce que des fois j'y arrive pas, d'arriver au fur et à mesure à mener tout ça et à monter tout ça de niveau. Tu vois, Ok. Donc si je comprends bien, pour toi, le succès repose pas forcément sur le résultat. Ah, j'ai eu un succès, un gros chiffre d'affaires, un gros résultat, une grosse victoire, etc. Mais sur le processus qui te permet de maintenir l'équilibre et d'avancer un petit peu dans chacun de ces domaines-là de ta vie. ouais, parce que tu sais, Paul, je me suis rendu compte de quelque chose. Ce que tu fantasmes, quand tu l'atteins, tu veux le double. Mhm. Quand tu atteins le double, ce que tu fantasmes, tu veux le double encore. Je m'en suis rendu compte. Moi, mon fantasme, c'était 1 million de patrimoine immobilier. Je sais pas pourquoi 1 million, ça me faisait fantasmer. Quand je l'ai Mhm. eu, je l'ai apprécié 5 minutes et j'ai voulu le double. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mon fantasme, c'était 1 million de chiffre d'affaires. Je sais pas pourquoi je dois être bloqué sur 1 million. Tu vois. Quand j'ai eu 1 million, j'ai réfléchi comment je pouvais faire plus. En fait, c'est en fait, au final, comme je suis un compétiteur, je me suis rendu compte là-dessus, c'est pas ça qui va me satisfaire grandement parce que je vais travailler le challenge d'après. Tu vois. J'ai gagné les Europes au JJB. Tout de suite, je me suis inscrit pour l'absolute, pour faire le doublé. La plupart, ils vont arrêter. Ça y est, ils ont fait premier, ils vont y aller. Donc, je sais que j'ai ce défaut-là, que j'essaie de corriger parce que c'est agréable. Tu vois, par exemple, après le championnat d'Europe du JJB, c'est la première fois depuis que je gagne une compète
que j'essaye de savourer, d'être content de moi, tu vois. Euh, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. J'essaye de prendre sur moi, mais j'ai vraiment pris sur moi, tu vois. C'est-à-dire que non, je veux pas regarder ce que j'ai mal fait. Je dis voilà, j'ai fait premier, j'ai gagné, sois fier de toi. Et parce qu'en fait, on est des compétiteurs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va pas se taper comment dire, un kiff sur nous-mêmes. On va avancer quand on a atteint. Mais ça fait du bien aussi de savoir se récompenser pour le travail qu'on a accompli. Donc moi, c'est quelque chose c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, mon cerveau, il est formaté pour OK. C'était dur à accomplir, mais une fois que c'est accompli, c'est normal de l'avoir fait. Et ça, c'est pour ça que pour moi, je m'en suis rendu compte sur plusieurs domaines. Et en fait, c'est le global que je cherche, tu vois. Aujourd'hui, c'est de pouvoir, d'avoir arrivé à éduquer positivement mes enfants, en leur donnant les bonnes valeurs, avoir une vie de couple épanouie, un business épanoui, de l'immobilier qui se gère bien, d'autres sources qui se gèrent bien, le sport qui se passe bien, partager avec des personnes. Tu vois, c'est essayer d'équilibrer tout ça qui m'intéresse le plus. Mais ce dont tu es vraiment le plus fier, est-ce que c'est justement le résultat? J'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai gagné les championnats d'Europe, ou tous les efforts qui t'ont permis d'atteindre ce résultat? Est-ce que c'est Alors, pas ça finalement qui tu dis, ouais, voilà, moi, le travail paye comme tu dis? ouais, en gros, tu vois, si on prend le championnat d'Europe sur le sport, je crois pas que ça soit une super performance de faire champion d'Europe. Enfin, c'est pas la performance, c'est d'avoir eu la rigueur d'entraînement pour Mhm. arriver le jour J à ce que ça soit simple. Ouais. Toi, ça n'a pas été si compliqué de gagner. Ça a été compliqué parce que j'avais des adversaires en face de moi, mais j'avais la certitude que je pouvais gagner et que ça allait bien se passer dès le début de ma journée. Parce que j'ai été bien encadré et je me suis bien entraîné. Et c'est ça dont je suis, comment dire, qui m'a le plus fait progresser. C'est cette rigueur-là. Tu vois, là, j'hésite à aller faire les championnats de France en fin d'année, là, et j'ai pas fait de régime. Parce que je peux pas tout faire et j'ai beaucoup de boulot, j'ai des séminaires qui arrivent et tout. Et du coup, je disais à ma femme, parce qu'elle ne supportait pas mon régime pour des choses, je disais, ouais, mais en fait, le régime me met dans la rigueur de la compétition. Mhm. Et tu vois, c'est peut-être con hein, ce que je dis, mais ça fait que du matin au soir, tu as une certaine rigueur euh, et un sérieux qui t'amène le jour de la compète à te dire, tu es obligé de pas faire de merde. Après, gagner ou perdre, c'est un vague sujet au JB parce que Mhm. ça peut arriver de gagner, de perdre, de laisser une cheville traîner. Mais en tout cas, de se dire, voilà, j'ai fait le max. Moi, ce que je dis, quand j'arrive sur une compète, je n'ai pas à mentir. Je me suis entraîné pour gagner la compète, ou alors je me suis pas assez entraîné, j'ai pas assez fait ce qu'il fallait pour gagner. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu lances un nouveau produit, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour que ça soit bon? Ou est-ce que tu n'as pas fait? Donc, je te rejoins là-dessus, c'est les étapes qui amènent plus que la destination. Alors Mhm. c'est pareil, quand tu es loin de ça, tu te dis non mais le mec il dit n'importe quoi, c'est une phrase toute faite, la destination. Mais en fait c'est une vérité. Allez-y, regardez. En fait, c'est on voit bien les cuisiniers, ils mangent souvent quand ils font la cuisine, c'est pas forcément les plus gros mangeurs, mais ils kiffent faire faire la recette, mettre les ingrédients et tout. Et dans la vie, dans tout ce qu'on met en place, effectivement, c'est ça qui en tout cas donne le plus de satisfaction, de plaisir personnel. Mhm. C'est pas le Ouais, jour de la compète. Qui prend un vrai plaisir le jour de la compète, honnêtement? finalement, la médaille, elle a pas énormément de valeur en soi, mais c'est ce qu'elle symbolise, quoi. Tous les efforts, tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, alors moi là-dessus, je suis encore plus psychorigide dans le sens où je suis tellement pas matériel que la médaille, comment dire, c'est pas quelque chose qui, comment dire, elle va partir, elle part chez mes enfants ou elle va aller d'un côté, mais c'est pas un truc où. Le seul truc, oui, si j'étais champion du monde, black belt au Brésil, oui, tu vois, la médaille peut-être, mais là, Mhm. voilà, j'ai accompli un truc, j'avais une tâche à faire, je m'étais mis un objectif, je l'ai atteint. Par contre, c'est comment j'ai la rigueur que j'ai mis pour atteindre l'objectif. Voilà, la médaille, ça reste rigolo. Même si au JJB, elles sont très belles les médailles. Ouais, 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 mais c'est vrai que bon, c'est pas une médaille olympique. Ok. Si on aborde maintenant un petit peu plus la question du mental, ok. Euh, Comment toi tu définis le mental et quel rôle il joue pour toi dans ta réussite sportive et entrepreneuriale? Alors,
Moi, j'ai sous-estimé l'impact du mental, tu sais, par des choses où on se croit plus fort et du coup, comme on est plus fort, on n'a pas besoin de travailler le mental. Il n'y a pas besoin. Je suis pas débile, quoi. C'est pas besoin de travailler le mental. Ouais, comme beaucoup. Ouais, tu vois. Et je me suis rendu compte, mon déclic au niveau du sport, en tout cas, il a été il y a 2 ans que j'ai repris la compète. J'ai perdu une compétition à 5 secondes de la fin. Mon coach me dit quelque chose et je fais le contraire. Et en fait, ce qui se passait, je me suis rendu compte à cette compète que même quand j'ai gagné les combats, j'étais pas ici et maintenant. En fait, j'étais pas concentré. J'étais pas. Et dans le combat que je perds, alors que je le gagne, je me dis dans le combat, je ne mérite pas de le gagner. Parce que je me trouvais. En fait, j'intellectualisais trop le combat, tu vois. Et j'ai perdu à 5 secondes de la fin parce que j'étais faible mentalement. Tu vois, des fois, c'est intéressant de. Soit on fait semblant dans la vie, soit on sait s'évaluer. Ça ne veut pas dire se flageller, mais ça veut dire être honnête. Du coup, là, j'ai vu que j'avais un vrai problème avec le mental. Et quand je reviens sur des compètes de judo, il y a beaucoup de combats que je menais et que j'ai perdus. Parce que je pense que j'avais pas la maturité de travailler sur ce mental. Du coup, j'ai travaillé sur mon mental au JJB pour comprendre pourquoi. Et ça a tout changé en fait. Ça a changé parce que je suis placé. C'est-à-dire que j'ai ma bulle. Je sais exactement ce que je vais faire. Après, ça marche pas, mais dans ma tête, je sais ce que je vais faire. Parce que j'ai travaillé mon armure pour ça. Donc, je me suis servi au début d'ancrage, comme la musique. C'est-à-dire que pour mes premiers championnats d'Europe l'année d'avant, dans ma préparation, j'ai fait exprès de n'écouter que la même série musicale. Que. Je m'étais fait une playlist, que cette playlist. Que cette playlist. Mais c'est chiant, hein. En allant à la salle de JJB, je l'écoutais. À la salle de sport, je l'écoutais. Et je l'écoutais en boucle. Ce qui fait que le jour de la compète, je l'ai écouté. Et mon cerveau, il fait quoi? C'est pas compliqué. J'avais ça et j'avais une chanson que j'aimais en émotion avec mes enfants. Et c'est quoi le truc? Moi, je voulais me rappeler de 2 choses. Des fois, tu vas à la salle, tu n'as pas envie d'y aller. Je voulais me rappeler que mon cerveau, il se rappelle d'avoir du respect pour le temps que j'ai passé avec les mecs qui sont à la salle, qui sont en train de se regarder et tout. Et le temps que j'ai. Les obligations que j'ai données à mes enfants, parce que quand tu es compétiteur, c'est chiant pour la famille, en fait. Parce que tu fais attention à ton poids, tu fais attention à ce que tu manges, tu vas au sport parce que les jours fériés, s'il faut y aller, tu vas quand même au sport et tout. Et du coup, une chanson qui encourage mes enfants pour me donner de l'énergie et me dire attends, je vais les respecter, je vais leur amener ce qu'il faut. Et toi, j'ai fait ça la première année. Et la deuxième année, deuxième championnat d'Europe là, que j'ai fait cette année, j'ai décidé de ne plus le faire. Parce qu'en fait, le but d'un ancrage, c'est aussi faire cet ancrage doit te servir à progresser et ne plus avoir besoin de l'ancrage pour moi. Du coup, cette année, je me dis non, je ne veux plus le faire. Je vais retirer ça parce que je n'ai plus besoin de ça et mon cerveau, il a passé un niveau. Donc cette année, je l'ai fait sans ça. J'ai juste un rituel particulier que je garde, qui est plus de la superstition, mais ça, j'ai toujours eu ça. Mais j'ai plus eu besoin de cet ancrage pour savoir et me structurer ici et maintenant. Tu es dans le combat, tu es dans le combat. Et pour moi, on sous-estime la force du mental. Tu vois, deux mecs qui. Alors nous, on fait du sport. Moi, je fais pas mal de sport. Tu en fais pas mal, mais voilà, on n'est pas professionnels du sport aujourd'hui. Mais deux professionnels qui se sont entraînés le même 4 heures par jour, la même diète, le même machin, qu'on fait même cutting, le jour de la compétition, il y en a un qui massacre l'autre. C'est pas que le don, c'est la gestion du combat. Si on reprend le combat Doumbé contre Baki, Baki, il a mangé mentalement en fait. Parce que l'autre, il a cru le détruire. Et en fait, c'est lui qui l'a détruit. Le mental, il a préparé. Alors oui, les Tchétchènes, enfin, ils ont une certaine capacité par rapport à leur histoire à supporter cette pression. Mais ça se travaille. C'est un truc qui se travaille et je pense qu'on le sous-estime trop dans le sport, mais également pour revenir dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un monde difficile. Un jour, ça va, le lendemain, ça va pas. Et mentalement, il faut être prêt à relever, à se relever, à se relever, à se relever. Surtout dans un pays comme la France où l'échec est difficile. Hein. Tu as un échec, tu es en redressement, tu peux avoir un problème tu peux ne plus pouvoir exercer et tout. Tu vois, c'est même mal vu l'échec, tu vois. Donc, je pense qu'on sous-estime cette force du mental, tout comme on sous-estime le dev perso d'une manière générale, c'est-à-dire
quand tu vois que Tony Robbins, il peut pas faire un séminaire en France parce que c'est une secte, bon, il y a quand même un malaise en France, quoi, tu vois. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Dans ce que tu as décrit pour tes compétitions, tes ancrages, pour moi, on retrouve beaucoup la notion de focus. Être focus, complètement focus sur ce que je fais. Et donc, je rattache ça à ton projet entrepreneurial, puisque ton entreprise s'appelle Focus and You. Mm. C'est ça. Est-ce que c'est un nom que tu as choisi justement en référence à cette idée-là d'être totalement focus, d'être totalement présent à ce que tu fais, à la fois dans ton sport et dans ton projet business? Ouais, le nom, il est pas venu par hasard. C'est-à-dire que ça s'appelle Focus on You, c'est mon centre de formation professionnelle. J'ai un autre cabinet de conseil qui s'appelle Focus Investment Group, ma holding qui s'appelle Focus Group. En fait, Ok. je crois que tout marche dans la force du focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut tout le monde veut les abdos en 3 minutes et en passant à autre chose. Et puis, j'aurai quand même les abdos pour cet été. Mais bon, je vais aller voir quand même Mbappé qui joue à Paris en mangeant une pizza et en buvant une bière. Et non, tu veux quelque chose, tu dois défoncer le game sur une partie. La vie, elle est dure. Euh, comment dire, l'accomplissement d'action, c'est difficile. Et sans focus, t'es mort aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on est tous attirés, mais moi le premier, hein, j'ai pas de problème avec ça. On est tous attirés par le défocus. Je sais pas si ça existe en français, mais Ouais, tout, si. tout est défocus. La société anxiogène, défocus. La télévision, défocus. Les médias, défocus. Ton entourage, défocus. Tes collègues de travail, défocus. Tout va te retirer parce que dès que tu vas te focuser sur quelque chose, le travail des autres, sans faire exprès, te retirer ta motivation pour le faire et te mettre sur d'autres choses. C'est parce qu'en fait, ils te mettent leur propre peur. C'est-à-dire que si toi, tu es focus et tu y arrives, tu leur montres qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, moi, on m'a déjà dit, des amis, des potes ici, remets ton t-shirt, tu nous frustres. Alors qu'honnêtement, j'ai pas un physique d'Apollon, tu vois. Mais juste parce qu'ils ont une bedaine à 40 ans que j'ai pas. Et en fait, du coup, en fait, ça leur met la frustration de pas arriver à le faire. Mais c'est pas que tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu n'as pas la volonté de le faire. Dans le focus, plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est pas seulement la capacité à être concentré sur quelque chose, mais un peu comme tu le disais, la capacité à dire non à toutes les distractions. Ce serait fonctionner par soustraction en fait, enlever toutes les distractions, enlever toutes les choses qui vont te parasiter pour pouvoir te concentrer sur une seule chose. Ouais, pour moi, c'est lié hein, les deux au final. Quand tu te défocuses, en fait, c'est savoir que tu as un objectif sportif. Ok? Si tous les samedis soirs, tu te mets une mine et tu sors, tu rentres à 3 heures du matin, tu n'y arriveras pas. Et dire non aux gens, c'est compliqué. En France, par exemple, dire non à l'alcool, en société, c'est compliqué. Les gens te jugent. Donc, si tu dis non à l'alcool, soit parce que tu es musulman, au moins les musulmans, l'avantage, c'est qu'ils ont un prétexte bonne religieux. raison, ouais. Voilà. Mais sinon, moi, par exemple, j'aime bien boire un verre de temps en temps. Mais vraiment de temps en temps. Donc, je peux pas dire que j'aime pas l'alcool. Juste, c'est pas un plaisir de boire souvent. De mettre de l'éthanol dans mon corps souvent, non. D'une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et du coup, si tu refuses, en fait, du coup, tu sais pas t'amuser. En France, il y a une pression sociale sur l'alcool qui est assez importante et c'est exactement ce que tu dis. Il faut savoir quand même dire non. Si c'est pas bon pour soi, faut dire non. Au début, c'est dur et puis en fait, vous vous habituez parce que vous savez, on sait où on veut aller. En fait, si on a une clarté, moi j'ai une clarté sur ma longévité. Peut-être que je mourrai tôt, j'espère pas. Mais en tout cas, j'essaye de mettre le maximum de choses dans ma vie pour avoir une longévité heureuse. Donc, ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Et ça n'a la personne. En fait, vous allez faire des choix et en faisant des choix, dans certains cas, on va perdre des gens. Mais en fait, est-ce que c'est des grosses pertes? C'est ça. C'est qu'en fait, le problème, on est une société sociale, on a un mammifère social et du coup, on a peur de pas être. Je vois des gens qui ont peur en fait de pas être entourés de plein de personnes. Mais si c'est pas les bonnes personnes pour vous, il vaut mieux être tout seul. Hein. J'exagère un tout petit peu le trait, mais c'est une vérité. Hein. Il faut faire attention à son entourage.
Ouais, ouais. Et pour poursuivre cette réflexion sur le focus, je dirais même que c'est pas seulement dire non aux mauvaises choses, mais dire non parfois aux bonnes choses aussi pour pouvoir se concentrer sur une seule. Que ça soit dans le sport, bon, j'ai envie de m'entraîner au JJB à fond, d'apprendre le JJB à fond. Ah, peut-être que j'adore les échecs aussi, mais je peux pas tout faire, je peux pas devenir excellent dans tout, donc je décide de me focus. Et notamment dans le business aussi, et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est ouais, là j'ai une offre, j'ai envie d'en créer une autre et une autre. Non, ouais, j'ai plein de bonnes idées, mais à un moment donné, il faut que je mette tout mon focus sur une pour que celle-là, je puisse la développer à fond, tu vois? Ouais, t'as 100%, 100% raison. En fait, tu mets le doigt sur quelque chose qui est important. C'est qu'en fait, quand tu commences à être entrepreneur, bah, tu as des idées tous les jours. Potentiellement, tu as des gens qui te proposent du business très Mhm, régulièrement. mhm, Et il faut savoir, en fait, il faut savoir, euh, en fait, prendre le temps. C'est frustrant des fois parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu es aussi fonceur. Et il faut savoir avoir c'est ce qu'on appelle de la tactique et de la stratégie. La tactique, c'est ce qu'on fait un peu à court terme. Et la stratégie pour le moyen et long terme, mhm. c'est j'achète de la publicité ou je fais du SEO. Pour ceux qui, je sais pas si les gens vont suivre, mais en gros, le SEO, c'est ce qu'on fait sur Internet pour travailler sur des mots-clés, par exemple, pour être trouvé sur Internet. Et l'achat de publicité, ça va être quand vous voyez ma tête, si vous avez déjà vu ma tête sur les réseaux sociaux et tout en pub, bah, c'est parce que je veux accélérer en fait la connaissance de ce que je fais. Donc il faut trouver le juste milieu, mais le faire avec une seule communication. Si un jour j'arrive et je suis formateur, hein, j'accompagne des gens en immobilier, et puis le lendemain, parce que quelqu'un m'a dit qu'en fait c'était intéressant, il y avait une opportunité en ce moment avec les dog sitters de créer une formation pour pour les personnes qui s'occupent de chiens. Ah ok, bah, du coup je vais accompagner les gens qui veulent le créer, qui veulent se lancer là-dedans. Et puis ensuite je vais faire je vais accompagner les gens qui font du dropshipping. Et puis, je vais faire un peu de dropshipping moi aussi. Après, je vais faire une formation KDP. En fait, tu, tu te perds là-dedans et à tout faire très moyennement, mais en fait, tu fais que des pétards mouillés, quoi. C'est-à-dire, y a rien qui marche. Tu vois. Yes. Euh, Ouais. Sauf quand tu as atteint un certain niveau et que là, tu peux aller chercher la multiplication très rapide parce que tu as des grosses équipes, parce que tu fais déjà des millions de chiffres d'affaires et de bénéfices. Et du coup, oui, tu peux. Mais quand tu te lances, si vous vous lancez, euh, vous avez le droit de pivoter, mais vous faites un pivot à la fois. Mhm. Et ça, tu vois, ça rejoint, je trouve aussi le jiu-jitsu brésilien, où parfois tu as envie d'apprendre plein de trucs, plein de techniques. Et moi, j'ai l'impression que les moments où j'ai le plus progressé sur une technique, c'est pendant une certaine période donnée, plus longue période, plusieurs semaines peut-être, j'ai travaillé un truc. Tu vois, Ouais. je me suis Ouais. focus sur un truc et je me suis pas éparpillé, quoi. Yes, au jiu-jitsu brésilien, c'est un sport, par exemple, qui est très technique. Et il y a deux. On progresse avec sur deux routes différentes. La première, c'est ce que t'apprend ton professeur, et il va suivre un cycle pédagogique pour te montrer bah, toutes les facettes. Souvent, un professeur, et en plus, il va adapter un peu à que lui, il aime. Mais d'une manière générale, si c'est un bon professeur, il va faire les soumissions, les prises de dos, le 100 kilos, il va tout. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de construire ton propre jeu à toi. Une technique, puis deux techniques, puis trois techniques, plus quatre techniques, euh, en passeur, etc. Voir comment ça se passe. Et à partir de là, effectivement, et je te rejoins, bah, il faut être un focus et avoir un game plan. Et ensuite, tu augmentes ton game plan au fur et à mesure. Tu vois, pour moi, si on prend le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui fait la ceinture pour moi. Tu vois, la ceinture blanche, tu es dans tous les sens. Tu es crevé au bout des 5 minutes. Tu sais pas ce que tu as fait. Tu as été que dans la réaction en mode très tendu. Ceinture bleue, tu commences à comprendre ce que tu es en train de mettre en place. Le passage à ceinture bleue, tu commences à faire un 2 3 tu vois. Un 2 1 2 3. Tu vois, ça commence à être mieux au niveau game plan, mais c'est encore très nerveux au niveau. Mais il y a de la technique que tu maîtrises, mais tu sais pas encore l'appliquer vraiment si la personne en face, elle accélère 4 5 6. Et puis ceinture violette, tu commences aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire, tu peux tenir le combat, mettre la stratégie, mais tu te fais encore dépasser par ceux qui ont 8 10 coups d'avance, si je reprends les échecs. Ceinture Mhm. marron, ça commence à être très solide.
ça doit être hermétique. Ton jeu, il doit être hermétique. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu vois. Et là, Ceinture noire, entre marron et noir, la différence, elle est pour moi une question juste de maturité, de complétude dans ton game plan technique. Mais euh, pour moi, de plus en plus, je le voyais pas comme ça avant, tu vois. Et je le vois vraiment comme ça, la progression pour moi. Le mérite de la ceinture suivante, il est quand mon game plan est de mieux en mieux, en tout cas. Et pas d'être une encyclopédie. Moi, par exemple, je connais pas les noms des techniques. En fait, j'arrive pas à retenir. Pourtant, j'ai des ceintures blanches qui connaissent mieux le nom des techniques que moi. Alors, je sais faire les techniques, pour le coup, mais en fait, ça m'intéresse. Enfin, alors, ça m'intéresse pas de retenir tous les noms de techniques. Moi, je suis quelqu'un, mais dans la mémoire, montre-moi la technique, me parle pas du nom, je vais pas le retenir. Demain, je retiendrai pas le nom. Par contre, je retiendrai l'impression que ça a fait dans mes mains et la manière dont je vais la mettre dans mon game plan. Et là, on peut revenir sur l'entrepreneuriat du coup, où quand moi j'en suis qu'à mes débuts, hein, mais t'étais plus expérimenté que moi. Pareil, au début, bah, tu découvres, tu pars un peu dans tous les sens. Ok, il faut que je trouve une offre, il faut que je trouve une cible, il faut que je trouve un projet, quoi. Et ensuite, bah, tu as un game plan, une tactique, une stratégie qui se crée, qui se met en place. Et plus tu avances, plus ça, comme tu dis, c'est hermétique, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est cadré, ça déroule, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, en fait, moi, par exemple, j'ai un catalogue d'offres où il y a une des offres qui est pour vivre du fruit de ton capital et non plus du fruit de ton travail. Ça, c'est quand tu Mhm. commences à avoir avoir mis en place des choses, avoir développé du coup une trésorerie, libéré de l'argent, et du coup, tu vas vivre du fruit tu vas placer cet argent pour pouvoir vivre du fruit de ce travail et plus du fruit de ton travail de tous les jours. Et du coup, le travail de tous les jours va juste augmenter ton capital qui va augmenter le fruit de ton capital. Bah là, tu es black belt quand tu arrives à ça. Tu vois, on est ceinture marron quand tu commences et on est black belt. Là où les ceintures blanches, ils ont de l'argent tous les mois, donc un CDI un peu, mais bah, ils ne savent pas encore investir avec. Donc on va donner les tactiques en immobilier pour faire de l'immobilier. Tu passes ceinture bleue. Et ensuite, grâce à l'immobilier, ils vont créer la logique business d'un système. Je mets en place quelque chose, je crée de l'argent, je crée de la valeur. Ah ben du coup, je sais faire de l'entrepreneuriat aussi au final. Et hop, ils vont créer peut-être plus d'immobilier. Ou alors ils vont créer une activité commerciale à côté de l'immobilier. Tiens, si on fait le ratio, l'analogie, bam, ils passent ceinture violette. Et là, ça monte, ils créent la holding qui va au-dessus. C'est un peu technique. La holding, bam, t'es ceinture marron. Maintenant, comment on fait à partir de la holding? On va diversifier pour ne vivre que du fruit de ta holding. Et tout ce qui est en dessous, ça va venir faire grossir ta holding. Tu Et vois, toi, dans le JJB, t'es ceinture violette, c'est ça, hein, aujourd'hui? ouais. Ok. Et en entrepreneuriat, tu serais quelle ceinture alors? T'en es à quel stade? Quel stade? Je pense que par rapport à mon système que je viens de mettre, je suis plutôt ceinture marron. Ouais. Et parce que j'ai ma ceinture noire, elle est très ambitieuse. Hmm, ok. Et après, il y a d'autres ceintures, il me semble, la rouge noire, Ouais, alors je connais les pas graines. bien. Je- C'est infini. Après ça, le jiu-jitsu brésilien, comme l'entrepreneuriat, c'est des jeux infinis. Tu vois, tu peux pas finir le jeu. Il y a pas un moment donné où tu te dis, ça y est, j'ai fini le jeu, j'arrête, quoi. C'est pas Pokémon. C'est infini pour moi. Ouais, parce que tu as juste à aller. En fait, ben, ok, si tu penses que tu as saturé une verticale, ben, va chercher une autre verticale. Dans Hmm. l'entrepreneuriat, moi je fais du business en ligne. Ben, si je pense qu'à un moment j'ai soit saturé, soit j'en ai marre, soit ça y est, j'ai fait le tour, ben, je vais aller travailler une autre verticale. En JJB, c'est la même. Tu as ton game plan, tu penses que tu es le meilleur de ton game plan et que bah vas-y, travaille dans le game plan recommence un game plan de zéro. Tu vois, tu vas être un gamin. Hmm. N'importe qui, hein, même une black belt, honnêtement. Prends une Mhm. black belt, tu lui dis, ok, maintenant, montre-moi tout ce que tu fais. Tout. Vas-y, la plupart, je suis sûr, honnêtement. Tu dis, montre-moi tout ton jeu. Ok. Maintenant, vas-y, encore, montre-moi, montre-moi. Ok, t'as plus le droit de faire tout ça. Et ils galéreront aussi. Parce Mhm. que c'est une complexité, le JJB, qui fait que, en fait, tout le monde peut refaire, effectivement, aller chercher une autre verticale. Hmm. Tu parles souvent de déclics, des différents déclics que tu as eus qui justement t'ont permis de passer d'un stade à un autre, d'un step, de monter ces marches-là. C'est quoi le dernier déclic que tu as eu? Le dernier déclic, Le dernier en date où voilà, il y a eu une prise de conscience, une nouvelle marche de franchie, quoi. marge de franchie, est-ce qu'il y a eu une marge de franchie?
Euh, Alors, dans l'entrepreneuriat, toi, j'ai eu une année l'année dernière assez difficile en Mhm. résultat et j'ai pas stressé. Tu vois, parce que je sais que ça fait partie de l'entrepreneuriat et qu'il faut prendre le temps des fois de trouver des solutions, de mettre en place des actions et tout. Et du coup, ça m'a permis de rester alerte à des opportunités que j'ai eues, qui m'ont permis de relancer des choses intéressantes. Et Comment t'as fait pour pas stresser? Pour rester calme dans cette situation? en Parce que fait, pour l'avoir vécu, c'est stressant. Moi, je l'ai vécu dernièrement, j'ai stressé. il y a un niveau, c'est que en fait, si en fait j'avais préparé le système, j'ai le système qui me permet de pas être à la rue financièrement, tu vois. Mhm. Et du Mhm. coup, si t'es pas à la rue financièrement quand tu as un petit aléa, et ben en fait tu stresses beaucoup moins, tu vois. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est la souffrance de l'argent qui fait des fois se précipiter. En fait, tu as combien de d'avance d'oxygène financier si jamais tu prends une claque. Ok. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est de l'anticipation, quoi. C'est ça. En fait, si tu anticipes, et après, c'est aussi du plaisir. C'est-à-dire que, en fait, j'étais en train de. Du coup, ça m'a permis de réfléchir à des choses sur lesquelles je réfléchissais plus parce que tout était en route. Donc, ça m'a permis d'aller faire de la veille, d'aller me remettre à niveau sur des choses que je ne faisais plus. Donc, j'ai euh, j'ai pris de la hauteur. Voilà, j'ai pris le temps. Euh, pour faire ça, il faut avoir mis en place un système avant, tu vois. C'est pour ça que je te parle ceinture marron. Hmm. Parce que si tu fais ça quand tu es ceinture blanche, ben en fait, bon, Ouais. bah, les courbatures font plus mal, quoi. Mhm. Ouais. Ou un ceinture marron peut se retrouver dans une position difficile, mais il a les clés pour s'en sortir et rester calme. Là où en tant que ceinture blanche, je le suis, on peut paniquer assez vite quand ça y est, on s'est fait prendre le dos, ah comment je sors, merde, et voilà. La ceinture marron ou la ceinture noire, n'importe qui va se retrouver à un certain moment dans des situations compliquées. Le calme, moi j'ai mon prof qui a un calme vraiment admirable. Il a fait les frosses là en nogi, tu vois, il perd 2 points. Sur son visage, il sait que c'est rien. En fait, et le pire de ça, c'est qu'en fait, encore plus en sport de combat, mais même dans l'entrepreneuriat, c'est quand ça t'arrive et que tu dis, face à ton cerveau qui est en train de paniquer, toi, tu lui donnes l'information que tu es calme, bah en fait, ton cerveau, il va vriller, il va aller dans ton sens. Faut pas Mhm. oublier que notre cerveau, Mhm. malheureusement, c'est une super machine qui, des fois, nous dessert. Parce qu'elle va trop vite dans l'interprétation. Du coup, si tu lui donnes les informations, je vois mon prof, Nico, bah, en fait, c'est une usure. Le mec, il vient de marquer 2 points, donc tu perds 2-0. Normalement, tu dois être un peu paniqué, il reste 3 minutes. Je dis pas qu'il en a rien à battre, mais sur son visage, en fait, c'est impassible, Mhm. tu vois. Il le Mhm. soumet 1 minute 30 plus tard, le mec, il tapait, tu vois. Euh, il a cette force, et en fait, quand on sait pas comment faire, par exemple, si vous savez pas comment faire, là, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il dit ça, mais c'est du chinois et tout, bah, essayez de trouver des gens pour vous inspirer. Moi, je crois beaucoup au mimétisme. Tu À la vois, modélisation, ouais. je crois qu'à un moment, il faut se la fermer et copier. Copier en adaptant. C'est-à-dire, dans tous les trucs, vous avez un mec en entrepreneuriat qui fait des bonnes choses, mais c'est pas un problème. Allez-y. Moi, si vous faites du web marketing, allez voir mon tunnel. Si vous kiffez, copiez-le. C'est pas pour ça que vous allez me voler de l'argent parce que vous saurez pas faire avec l'expertise si vous le faites bêtement, de toute façon. Mais moi, je sais que j'ai cherché beaucoup là pour les Europes à trouver quelqu'un qui avait ma morphologie dans les grands noms du JB pour voir comment il combattait en passage parce que je suis un passeur et tout. Et du coup, j'ai regardé les DVD du regretté Léandre Rollo. Mhm. Bah, j'ai kiffé. Moi, je marche au mimétisme. Tu peux me montrer de la théorie pendant 25 heures, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de- comment dire, de regarder par moi, d'essayer de comprendre, de toucher, tu vois, de trouver la manière dont vous avez besoin d'appréhender la chose. Trouver là où vous êtes. En fait, copier intelligemment, c'est quoi? C'est copier des choses qui peuvent être inspirantes et comprendre là où vous, ça a de l'intérêt pour vous, c'est bon pour vous. Copier bêtement, c'est dire non, mais moi j'adore ce que fait Paul, je vais copier exactement comment il s'habille, comment il respire, comment. Non. C'est j'adore, ok. Donc je vais voir comment il fait pour
avoir arriver à ça. Et je vais prendre des choses là-dedans, les adaptant à ce que je fais. Yes. Tu sais, la devise de méditation, c'est les athlètes les plus calmes sont les plus performants. Justement, en référence à cette capacité à rester calme malgré l'enjeu, la pression, le stress, les émotions et tout ça. Est-ce que on pourrait dire aussi que les entrepreneurs les plus calmes sont les plus performants? Je crois, en tout cas, on pourrait dire que les entrepreneurs les plus bruyants sont les plus fatigants. Euh, Après, je crois que le calme pour la longévité est intéressant. En fait, moi, je mets deux choses. Je suis quelqu'un d'assez calme. Par exemple, mes enfants en rigolent parce qu'ils savent que je m'énerve pas souvent. Par contre, quand je m'énerve, ça va faire mal. Hmm. Donc en fait, ce que j'essaye de mettre en place là-dedans, c'est un fort impact. C'est-à-dire que je pense que c'est mieux d'avoir un fort impact. Quand je m'énerve, je vais m'énerver fort. Mais c'est pas bon non plus. Mais au moins, j'ai un fort impact. Au lieu de faire de la quantité, je vais m'énerver une fois. Mais quand je m'énerve, tu sais que je suis pas content. Et mon cerveau le sait aussi du coup. Parce que c'est cool d'être calme, mais on a tous des moments, personne n'est un surhomme. Moi, ça m'arrive des fois de péter les plombs sur des conneries. Parce que tu sais, c'est le truc de trop. Alors, je vais les faire avec ma façon et après, je vais redescendre, je vais aller m'excuser. Mais ça peut m'arriver. Après, je sais que intrinsèquement, quand on s'énerve, on perd des secondes de vie. Parce que y a un truc qui se passe dans le corps où on se pourrit de l'intérieur. Donc, j'essaye de moins en moins de le faire. Parce que ça va pas dans mes valeurs intrinsèques. Mais des fois, c'est dur. Quand tu as des gamins, je parle même pas d'entrepreneuriat, parce qu'à côté des gamins, l'entrepreneuriat, c'est facile, honnêtement. À part des clients, tu vois, il y a des trucs qui me saoulent, c'est que moi, je suis un gentil. Du coup, j'ai eu un moment pas mal d'impayés, tu vois, parce que j'étais trop gentil, tu vois. Et ça me saoule parce que c'est une malhonnêteté, tu vois. Et ça, je supporte pas la malhonnêteté. Mais bon, hormis ça, moi, je sais que là où je suis le moins calme, c'est plus avec mes enfants que dans l'entrepreneuriat. À côté des enfants, l'entrepreneuriat, honnêtement, c'est quand même assez facile, quoi. Ouais, ouais. Je veux bien te croire. Euh, pour moi, un autre point commun entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est le goût de l'effort et du dépassement de soi. Cette capacité à toi tout seul répéter des efforts, aller au bout de l'effort, te dépasser. Que par exemple, moi j'ai énormément développé en faisant du sport depuis très longtemps et que tu te rends compte, tu peux ensuite réinvestir cette capacité-là dans d'autres domaines de ta vie, notamment l'entrepreneuriat, parce que tu es tout seul et il n'y a personne qui va te dire de faire les efforts et de te dépasser. Euh, et tu vois, dernièrement, là, ces 2 dernières années, j'ai j'ai enchaîné des blessures, j'ai énormément travaillé sur mon projet méditation. J'ai délaissé un petit peu la partie effort, sport, physique, et donc j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de ce goût de l'effort et de ce dépassement de soi. Ah, il est quand même là, il y a des restes, mais je sens que quand tu le travailles pas, tu vois, ça. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose que tu as développé à travers le sport et tu sens que tu peux le réinvestir dans l'entrepreneuriat? Ouais, en tout cas, déjà par rapport à ce point de délaisser, tu vois, Mhm. par exemple, en ce moment-là, on en parlait en off, j'ai eu beaucoup de travail et du coup, je suis fatigué au sport. Mhm. Tu vois, j'étais encore au sport tout à l'heure, Mhm. j'ai les adducteurs un peu fatigués et tout. Mais pour autant, même sur une jambe, je vais y aller. Je vais accepter d'être moins performant. C'est pas grave, j'accepte. Moi, je pars du principe que même moins performant, même si je me fais prendre le dos 3 fois alors que je devrais pas me faire prendre le dos parce que j'ai pas l'énergie, je vais progresser, c'est pas grave. Je vais progresser sur une main, sur ma respiration, sur pas mal de choses. Donc déjà, pour moi, en fait, c'est une obligation de continuer, même à avoir cette rigueur dans les deux. Parce qu'en fait, la rigueur de l'un va amener la rigueur de l'autre. On peut pas, comment dire, on peut pas faire l'un. Tu peux pas me dire que tu vas être rigoureux dans l'entrepreneuriat si tu délaisses une partie, parce qu'à un moment tu vas délaisser une partie de l'entrepreneuriat dans ces cas-là, parce que tu as habitué ton cerveau à accepter de déroger à une règle élémentaire pour toi. Donc pour moi, pour répondre à ta question, c'est la,
c'est la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que en fait, il faut se servir de ce qui marche d'un côté pour se dire que ça devient des valeurs fondamentales de base dans ce que tu mets en place et plus accepter dans d'autres domaines de changer ça. En fait, si ça a marché d'un côté, ça doit marcher des deux côtés. Mhm. Tu vois, par exemple, tu as beaucoup de travail, mais ta journée, ta semaine, tu vois que tu as un tableau blanc derrière, moi aussi j'ai un tableau blanc, bah, c'est pas compliqué. Dans la semaine, le mercredi, le vendredi, le lundi, c'est entraînement de JJB. Bon, techniquement parlant, c'est impossible de ne pas avoir le temps d'y aller. En fait, c'est impossible. Et du coup, bah, ton cerveau, il va s'habituer à y aller et à avoir la rigueur et à s'organiser pour y aller et à faire l'entrepreneuriat. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. À certains moments, on va pas avoir envie de faire certaines choses. Tu vois? Ah, il y a des choses à répondre aux clients, peut-être lancer ce nouveau produit. Tu vois, on va, on va avoir, en fait, tu connais le truc où on a toujours la 1000 excuses. Moi, c'est la comptabilité. Tu vois, 1000 excuses pour pas le faire. Tu vois. Et en fait, à un moment, la vérité, c'est que on se rend compte que comment dire, on fait en sorte de pas le faire. Moi, quand je veux pas faire une action, c'est pas compliqué. Je la mets, allez, à 18h. Je sais que j'aurai pas la motivation de la faire. C'est facile. Donc, en fait, il faut pas laisser à son cerveau la possibilité d'interpréter une réponse qu'on doit avoir sur un truc. Ça doit être binaire. Une fois que c'est écrit, ton cerveau, il peut plus aller à l'encontre. Quand tu as Mhm. écrit, je vais à ma séance de JB quoi qu'il arrive, parce que sinon je serai une merde dans mon business. Ou alors tu te mets la vérité que si je fais mon JJB, je ferai x3 sur mon business. Mhm. Ben, en fait, tu es obligé d'y aller puisque ça devient la recette. Ouais. Je ferai x3 que si je fais du JJB. Mhm. Ouais, il y a l'intention que tu mets derrière parce que tu vois, j'ai commencé à sentir que ça devenait plus dur de faire ces efforts, de me dépasser dans la dimension sportive. Et là, j'ai commencé à le ressentir que ça, justement, ça déteignait sur l'aspect entrepreneurial et sur d'autres domaines de ma vie. Et c'est là que je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, il faut que je m'y refile. Et sur le tableau blanc derrière sont notés justement des défis, des challenges que je me suis fixés en termes d'effort et de dépassement de soi. Parce que je suis convaincu que le goût de l'effort et du dépassement, pour le coup, tu peux ne le travailler qu'à travers l'effort et le dépassement. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en regardant des vidéos ça que tu vas l'apprendre. Il faut t'y filer, faut te mettre dans le feu, aller au-delà de l'effort, te mettre dans le rouge pour augmenter petit à petit cette capacité-là. Et aujourd'hui, je ressens que j'ai vraiment besoin de retrouver ça et je l'ai un peu perdu, tu vois, et je sais que ça me sert dans tous les domaines de ma vie, quoi. C'est ça, parce que en fait, la discipline que tu vas mettre, tout comme l'indiscipline, bah, ton cerveau, il va s'en servir. C'est-à-dire que si tu mets un prétexte, trois prétextes dans un domaine, il va mettre ces prétextes à un moment dans les autres domaines. Si tu mets de l'indiscipline, il va mettre de l'indiscipline. Après, il faut pas confondre les choses. À un moment, on a besoin de temps mort, de off. On a Mhm. besoin de relâcher la pression. Dans le sport, on a besoin, ceux qui font, quand on fait des programmes de muscu, on a besoin de semaines de déstress physique. Mhm. Euh, il y a besoin de ça. Il faut pas faire l'erreur inverse de jamais relâcher. Il faut Mhm. relâcher. Il faut aller euh, faire des choses de temps en temps qui sont complètement superficielles parce que ça fait partie on a besoin. On a besoin. On peut pas être tout le temps sous pression, tout le temps sur de l'apprentissage et tout. Mais notre cerveau, en fait, faut lui donner des matrices, tu sais, où il n'y a pas le choix. Le matin, tu te laves, tu te brosses les dents. Ok, il n'y a pas le choix de le faire. C'est pas non mais je me brosserai les dents demain alors que quand tu étais gamin, on a tous, je j'ai pas le souvenir mais je vois mes enfants, on négocie tous le fait à un moment de se laver ou de se brosser les dents. Il y a tout qui est négociation quoi. Euh, et en fait, bah une fois que c'est devenu une obligation, une routine, on se prend plus la tête avec ça. Et la rigueur, je pense que aujourd'hui, on manque de rigueur. C'est-à-dire que la société aujourd'hui, d'une manière générale, elle va dans la facilité, tu vois. C'est facile. Je fais j'ai généralité, mais c'est vrai, quoi. Nous, on est des ovnis dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, en France, tu peux avoir de l'argent sans rien faire. C'est quand même une aberration, tu vois. Donc, tu habitues ton cerveau à être récompensé sans rien faire. C'est quand même chelou. Dans
dans la logique d'habituer ton cerveau à l'effort. Et après, une fois que tu as fait l'effort, tu mets en place ces systèmes pour que un effort, au lieu de te rapporter 1, il te rapporte 2, il te rapporte 3, il te rapporte 4. Mais à un moment, il y a de l'effort à faire. Tu vois. Moi, je forme des gens à l'immobilier. Alors, on dit que c'est un revenu passif. Et c'est vrai qu'à un moment, quand tu as mis en place les choses, tu as des loyers qui tombent, tu as une rémunération. Mais à un moment, il faut bosser, il fallait bosser. Il faut monter en compétences. Tu vois. Et je crois qu'il faut habituer son cerveau à ça. Tu vois, là, je suis en train de me former aujourd'hui à passer de nouvelles certifications. Et en fait, la dernière fois, parce que je fais un truc qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, honnêtement, des fois, c'est un peu casse-tête. Et il y a 2 jours, je me dis, pourquoi je fais ça? Et en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je sais que c'est bon pour moi. Tu vois, je sais que c'est bon. En fait, Ouais. je cherche pas à savoir. Je sais que mon amélioration continue passe par le fait de mettre à jour et de continuer à apprendre des choses. Je sais que c'est bon pour moi. Tu vois. Et parce que si je cherche à savoir pourquoi je le fais tout de suite et tout, bah en fait, non, j'ai pas envie de le faire en soi. Franchement, c'est chaud à faire, quoi. Il y a, Ouais. tu vois, c'est long. Et je pense que il faut à un moment, faut s'imposer des choses. Parce que on peut s'imposer dans tous les sens. Ce que je disais à mes enfants, si vous mangez des bonbons tous les jours et de la merde tous les jours, ben, en fait, votre cerveau, il va se dire que c'est très très bon pour lui de manger ça. Parce qu'il va s'habituer. Tu vois. Un fumeur, il va te dire que, et, de toute façon, je peux bien me faire écraser, donc je mourrai bien de quelque chose. C'est pas mauvais pour moi de fumer. Tu vois, un fumeur, il va te dire, non mais c'est bon, c'est pas. Parce qu'en fait, bah, son cerveau, ça y est, il s'est habitué. L'alcool, tu vois, l'alcool, le vin, à la base, c'est dégueulasse. Tout le monde recrache du vin. Personne a bu du vin la première fois en disant c'est bon. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Par contre, à force d'en boire, on a habitué son cerveau à dire que c'était bon. Hmm. Donc on peut le faire pour des choses vertueuses, quoi. Ouais. Euh, Après, je dirais qu'en 2024, bon, les gens peuvent aimer prendre du plaisir à fumer, à boire, mais normalement, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression, peut-être je suis déconnecté aussi de la réalité, mais je pense qu'en tout cas, les fumeurs et les buveurs autour de moi, ils savent que c'est mauvais pour leur santé, Et malgré ça, le plaisir qu'ils peuvent en retirer, quoi. ouais, après, je sais pas s'ils ils ont conscience euh, que. Ouais, alors ils ont peut-être. Ouais, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, ils ont pas. Comment dire, ils ont pas conscience qu'ils ont l'obligation de faire ça pour, par exemple, l'alcool. Ils ont Hmm. l'obligation de se mettre une race pour oublier les choses qu'ils aiment pas dans leur vie. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Tu vois ce que c'est quand même. On va pas se mentir. Quand tu te mets une race avec l'alcool régulièrement, c'est qu'il y a des choses dans ta vie que tu veux inhiber. Tu veux enfoncer des choses dans ta vie et que. Enfin, voilà. Je sais pas pour toi, moi, j'ai pas besoin de. Pour faire une belle soirée, j'ai pas besoin de boire. Tu vois, j'ai pas besoin de boire. Je bois si j'ai envie de boire, mais j'ai pas besoin de boire. Hmm. Il y en a qui ont un besoin d'avoir ce que l'alcool va leur produire sur le cerveau. Et ce qui est pervers là-dedans, c'est que plus tu bois, plus ton alcool il a une habitude à ça, et plus il faut en boire pour avoir retrouvé le même niveau d'inhibition, le même niveau de ce qui leur procure ce truc, tu vois. Hmm. C'est... Et pour revenir sur ce que tu disais juste avant, oui, c'est important de relâcher, de reposer euh, de temps en temps, notamment avant que ton corps te l'impose, parce que ça c'est la blessure, le burn-out et tout. Euh, Maintenant, moi, ben, en fait, je pense m'être un petit peu trop relâché, avoir un petit peu trop négocié avec moi-même sur la dimension vraiment physique, sportive, effort. Et aujourd'hui, je sais que c'est qu'en repassant par là que je pourrais redévelopper ça. Et, et tu te rends compte que se dépasser physiquement, atteindre cette zone rouge là, où vraiment tu vas au-delà de l'effort, vraiment tout seul, c'est très dur. En tout cas, c'est plus facile quand tu es encouragé par un coach, quand il y a une énergie d'un groupe, peut-être ça t'aide, que vraiment quand tu es tout seul. Et justement, c'est important d'y arriver, peut-être de se tester en tout cas tout seul, parce que dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que je suis tout seul. Il n'y a personne pour me dire, bon là tu vas te lever, tu vas travailler, là tu dois travailler sur ce projet, tu vas pas te poser. Tu vois, tu es vraiment tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de coach, tu es tout seul dans ton projet, quoi. Et donc il faut avoir ce goût de l'effort et du dépassement pour répéter ces efforts et ce travail-là, je pense. Ben, alors oui, et d'une autre manière, en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de coach. En fait, des coachs, en fait, moi j'estime qu'on devrait avoir des coachs dans toutes les parties de sa vie. Moi j'ai des coachs en jiu-jitsu,
J'ai des coachs Mhm. en prépa mentale, en nutrition, Ouais. mais j'ai des coachs, j'ai aussi je suis aussi partie de mastermind en business. Ouais, ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais une séance de CrossFit, on va dire, le coach est là et il peut te gueuler dessus à ce Ah, moment-là. mm, Tu vois? Les coachs business et tout aussi, c'est génial. Moi, je suis pour ça, je le fais aussi. Mais quand tu es tout seul chez toi et qu'il faut t'y filer sur ton projet, il est pas là à côté pour te dire mm. allez, allez, envoie, tu vois. Par Ouais, contre, ouais, ils vont te faire monter en compétences, en degré de conscience et en stratégie et tout, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça, alors, je l'éprouve pas plus que ça parce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux. Hmm. Donc, alors, il y a deux choses, je suis assez rigoureux et j'ai mes enfants qui sont scolarisés, qui vont à l'école. Du coup, de base, j'ai un rythme. Mhm. C'est-à-dire que je peux pas me lever à 10 heures tous les matins, de toute façon. Mhm. Donc, Hmm. j'ai un rythme qui est un rythme de l'école. Ouais. Du coup, ça me permet de pas avoir ces questions à me poser. Mhm. Après, j'accepte des fois de laisser mon cerveau filer. Faut aussi accepter. Des fois, faut pas travailler à tout prix. Ça m'est arrivé à certains moments de non, non, il faut que je travaille là, c'est pas possible. Si je travaille pas là, c'est une catastrophe. Des fois, ça m'arrive euh, de me dire non, là, je vais lâcher. Ça m'arrive rarement au final, mais ça m'arrive. Tu vois, là, sur mon tableau blanc, je m'étais mis, je l'ai pas fait au final, mais je m'étais mis. Ça m'a fait du bien, ne serait-ce que de l'écrire. Cet après-midi, là, dans l'heure, il va me rester 1 heure, ça va être lecture. Tu vois. Au final, je l'ai pas fait parce que j'avais d'autres choses, mais je l'ai écrit. Ça, je me le suis permis. Et parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, par exemple, quand est-ce que tu te formes? Quand est-ce que tu lis? Pour ça, par exemple, moi, je réserve du temps chaque semaine à ça, notamment à la lecture, parce que c'est hyper important pour moi. Tu vois, Je me bloque des créneaux pour ça, ouais. et il faut, parce qu'en fait, sinon, bah, tu ne le fais jamais. Hmm. Donc Mais il parce faut. que ça sert aussi mon projet entrepreneurial, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, C'est c'est pas pas. forcément de la lecture loisir-plaisir. Je sais que les lectures que je fais servent ma pratique de préparateur mental et mon projet entrepreneurial, quoi. Mais c'est du plaisir. Ouais, ça reste un super plaisir, c'est clair. Oui, oui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est ok. Est-ce que ça me fait plaisir encore? En fait, quand il y a une baisse d'énergie sur un truc, c'est ok. Est-ce que je vraiment. Moi, ça m'arrive des fois, il y a des matins où je me dis, tiens, j'ai pas de plaisir à ce que je fais. Je me pose la question, tiens. Je me dis, tiens, là, j'ai pas envie. C'est-à-dire que Hmm. j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. Alors pourquoi? Tu vois, et j'essaie de me poser la question, pourquoi j'ai pas envie? Qu'est-ce qui fait que dans mon cerveau, là, j'ai pas envie? Et souvent, c'est parce qu'il y a un truc qui roule pas exactement comme je veux. Donc j'essaie de me poser la question pour voir. Et pas de me dire, tiens, j'y vais. Majoritairement dans le temps, la majorité du temps, c'est fluide. Donc Mhm, mhm. c'est naturel, j'ai envie. Mais il y a des fois où je dis, tiens, là, honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de bosser. Donc pourquoi j'y vais? Et pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi je suis arrivé à cette démarche? En fait, je se posais la question. Tu vois, sur le JB, tu parlais du JB. En fait, c'est qu'à un moment, tu es arrivé à un stade où tu n'avais plus envie d'y aller. Et en fait, c'est plutôt de se dire pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que, au final, j'ai tourné d'une manière pas bonne pour mon corps? Du coup, je me suis saturé mon corps. Et en fait, du coup, mon corps, mon cerveau, j'ai plus envie d'y aller. J'ai envie de trouver des prétextes parce qu'en fait, moi, pourquoi je trouve des prétextes pour la compta? C'est parce que je sais que je suis pas rigoureux dans l'organisation de mes justificatifs. Du coup, je vais devoir les chercher à droite, à gauche, parce que maintenant, là, je me suis amélioré, parce que je le faisais pas en temps réel. Du coup, je sais que ça va Mhm. être une galère. Donc, comme Mhm. ça va être une galère, ça me saoule. Et en fait, souvent, c'est pas gratuit quand on a une idée. En fait, quand on a un truc du non, mais j'ai pas envie d'y aller, c'est pas gratuit, c'est parce que derrière, on a mal, en fait, on modélise. Et encore une fois, notre cerveau, il va trop vite pour nous. Du coup, on comprend pas forcément toujours les trucs directement. Mais en fait, c'est qu'on modélise une douleur, on modélise quelque chose, peut-être un échec, peut-être un palier. Bon, au JB, il y a beaucoup de paliers, des moments où tu as l'impression de ne pas progresser, alors que c'est peut-être le moment où tu progresses le plus au final. Et c'est, des fois, on se trompe en fait de motif. Mais souvent, il faut juste comprendre qu'est-ce qui fait que là, je suis moins dedans, je suis moins ici et maintenant, tu vois. Et ça, premier prémisse, on se trouve des prétextes. Donc c'est prendre un petit pas de recul aussi pour réfléchir à froid de façon plus posée, plus rationnelle à qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis saoulé, pourquoi j'ai pas envie de ça. Et après toi, tu vois, quand on parle de passer des steps, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, j'imagine que les choses qui te saoulent un peu ou dans lesquelles tu prends pas forcément de plaisir, bah, tu peux les déléguer pour pouvoir te concentrer sur ce qui vraiment t'anime toi, non?
Oui, alors c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Et après, c'est très sexy, mais il y a des choses, tu vois, là, je me dis des fois, et toi, je vais recruter une nouvelle assistante, mais en fait, j'ai pas envie de la former, en fait, par exemple. Ok. J'ai pas envie de sélectionner. Au final, je vais. Et Hmm. tu vois, ça dépend où tu veux. Moi, je sais que j'ai envie d'avoir une vie cool, quoi. J'ai pas envie d'avoir des gens qui vont me faire chier parce qu'ils vont pas comprendre ce que je vais demander, parce que je vais peut-être mal m'expliquer. Donc, en fait, oui, on peut déléguer des choses, c'est clair. Et après, des fois, j'en reviens, tu vois. J'ai beaucoup délégué des choses et j'en reviens à pas, en fait, à pas avoir le contrôle à dériver. Euh, Ça va pas forcément dans mon business de vie, en fait. Parce qu'après, il Hmm. faut gérer des hommes au final et des Des femmes. équipes, ouais, c'est Et, vrai. Ouais, et, et, ouais. c'est- et, et tu te retrouves à. On en a, tu vois. Je t'en parlais juste avant en off, mais tu vois, quand ça cuine à un moment, bah, c'est toi qui te retrouves dans la galère à faire. Et c'est au final, des fois, plus source de stress. Donc, oui, Ouais. on va déléguer des choses. Bien évidemment, mais c'est pas si magique que ça, quoi. Faut pas, Mhm, ça fait mhm. un peu fantasmer au début, mais en fait, c'est pas si magique que ça. Et si tu te détournes trop de ça, tu vois, moi je l'ai fait à un moment, bah, tu prends une claque derrière parce que, comment dire, parce qu'en fait, ça perd en qualité, ça se dilue à certains moments, donc c'est pas si magique. Par contre, oui, en fait, bah, en fait, on est dans une société capitaliste. Si plus tu as d'argent, plus tu as d'investissements potentiels que tu peux faire, et plus tu vas pouvoir te décharger des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est une logique. Euh, et ça, les amis, bah, il faut implémenter, hein. Il faut aller chercher à faire des petits. Et c'est ces petits qui vont vous permettre ensuite de pouvoir déléguer, de pouvoir faire des choses, et pas le contraire. Ne pas se prendre pour le président un peu trop tôt, comme il y en a qui font. Mhm. Au Ouais. début, ben, c'est normal de faire, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Yes. Ouais. Merci pour ces précisions, ça a du sens. Et en effet, c'est bien de rappeler que dans n'importe quelle décision, bah, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Donc, ouais, il faut voir la situation dans son ensemble, quoi. Euh, une autre notion pour moi qui est commune encore au sport et à l'entrepreneuriat, c'est la notion d'échec. Tu en as parlé un petit peu. Euh, dans le sport, on est confronté à des échecs. Dans l'entrepreneuriat, on est confronté à des échecs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, des échecs que tu as connus, que ce soit dans ta vie sportive, dans ta vie euh, entrepreneuriale, et de comment tu les as surmontés surtout? Yes. Alors après, on a chacun notre définition des échecs Mhm. qui peuvent être différents. L'année dernière, tu vois, comme je disais, j'ai fait une année qui m'a pas plu. Du coup, pour moi, c'était un échec. Et en fait, j'ai tenté de prendre le côté positif de la chose en me disant que c'était une opportunité de faire un pivot, de réfléchir, de prendre son temps. Du coup, j'ai j'ai, euh, j'ai trouvé la source de remotivation dans l'échec en me disant, tiens, bon, c'est normal. Ça va arriver à un moment. Comme moi, je suis toujours en pire scénario, je sais que ça va arriver à un moment. Donc, autant que, voilà, voilà, c'est arrivé, ça arrive, c'est cool. Je me suis planté sur deux, trois trucs, deux, trois décisions. Du coup, voilà, on va prendre le temps de comprendre pour que ça se reproduise plus et qu'on ait plus par exemple, de solutions à apporter la prochaine fois que ça peut arriver, parce que ça va arriver à nouveau. Donc, je- honnêtement, un échec, c'est pas le kiff, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais c'est obligé que ça arrive. En fait, quand on est salarié, on pourrait se dire, tiens, on n'a pas d'échecs, mais en fait, vos échecs, ils sont déguisés. C'est-à-dire que c'est juste que vous n'êtes pas responsable des échecs que vous allez avoir. Mais en fait, vous en avez plein des échecs. Euh, enfin, tout le monde. Donc, quand on est entrepreneur, c'est juste qu'on a la responsabilité des échecs qu'on a. Donc, ça permet de grandir un peu plus. Ensuite, en JJB, tu vois, tout est relatif, mais par exemple, ma première année où j'ai fait le championnat d'Europe, j'ai fait troisième en catégorie et deuxième en absolute. Et pour moi, ça a été un échec parce que je voulais gagner. Du coup, je me suis pas permis de perdre l'année d'après. Donc, je me suis entraîné plus intelligemment, plus drastiquement pour gagner. Euh, Parce que c'était un échec pour moi, tu vois.
parce que j'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Donc voilà, on m'a fait comprendre que c'était pas forcément vrai, mes coachs et tout, et que c'était déjà pas mal, mais c'était pas ce que je voulais. Ouais. Euh, Ouais, ouais. donc pour moi, en fait, l'échec, ça permet c'est plus facile dans l'échec de voir un truc qui marche pas. Par exemple, moi, je préfère voir mes combats. En fait, j'apprends plus dans les combats de regarder en vidéo les combats où j'ai perdu que les combats où j'ai gagné. Mhm. Donc, en fait, l'échec fait plus mal, mais d'un autre côté, il permet peut-être d'aller plus vite sur certaines prises de décision. Il est formateur, ouais. Maintenant, En tout cas, si tu arrives justement à en tirer les leçons derrière, comme tu le dis, quoi. yes. Après, bon, voilà, le but, c'est pas d'avoir des échecs, mais on en aura tous, hein, on en a tous, les amis. Ouais. Celui qui dit qu'il a aucun échec, bah, c'est qu'il n'est pas allé assez fort, hein. Hmm. Hmm, hmm. Ouais, ouais. Ouais, qu'il est resté dans sa petite zone de confort, dans sa petite sécurité. Yes. Finalement, ouais, l'échec, il est pour ceux qui décident à un moment de tenter quelque chose, peut-être d'un petit peu plus grandiose. Et ça. Enfin, et tu vois, là, quand on parle d'échec, je pense aussi, j'ai ce mot qui me vient erreur. Je sais pas exactement quelle est la différence, j'ai pas assez réfléchi à ça, on peut en parler. Mais dans l'entrepreneuriat, parfois, j'ai l'impression aussi de faire des erreurs, ça peut arriver. Tiens, j'ai tenté cette stratégie de com, flop. Ah, j'ai tenté cette offre, flop. Ok, j'ai peut-être fait une erreur, pas pris la bonne décision sur le coup là, tu vois. Yes. Mais ça me permet ensuite de dire, ah, finalement, j'ai trouvé une nouvelle façon qui ne marche pas. Celle-là, je peux l'éliminer, je peux passer à une autre, quoi. Tu vois. Ouais, alors des erreurs, honnêtement, j'en fais mais tellement souvent. Mhm. Heureusement, enfin, celui qui fait vraiment pas d'erreur, c'est que en fait, celui qui fait pas d'erreur, c'est qu'il a pas conscience des erreurs qu'il fait, quoi. C'est plus ça, c'est qu'en fait, comme un enfant qui dirait non, mais c'est ça la bonne réponse. Non, non, mais c'est ça la bonne réponse. Mais je te dis que c'est pas la bonne réponse. Non, mais c'est ça la bonne réponse, tu vois. J'ai ma fille Mhm. qui est très forte là-dedans. Euh, quand tu grandis, tu dois avoir la maturité et le recul de voir les échecs et de voir les erreurs que tu as fait, tu vois. Et heureusement que tu fais des erreurs parce qu'en fait, comment dire, par rapport au marketing, dans le business, si tu fais aucune erreur, ça veut juste dire que tu n'as rien fait, Mhm. tu vois. T'as fait, tu fais, tu, t'as- tu fais des erreurs dans ton positionnement, tu vas faire des erreurs dans ta stratégie, des fois dans des communications, tu vas louper un truc. Oui, c'est la vie. Mhm. Ouais. Après, ce qu'il faut, c'est accepter les erreurs, les reconnaître et voir comment ne pas refaire la même erreur. Mm, Ouais. En effet, si tu veux pas faire d'erreur, si tu veux pas connaître l'échec, ben fais rien. Et là, c'est la seule façon qui te garantit de pas en faire. Alors, je suis pas sûr parce qu'en fait, au final, quand tu fais rien, c'est ton plus bel échec. Parce que tu Ouais. as un échec de vie, en fait. Est-ce que c'est pas le plus gros échec aussi de ne rien faire justement par peur de tout ça, ouais. C'est En vrai. fait, tu es sûr d'avoir un échec de vie. Mm. Donc, le truc qui est important là-dessus, c'est ferme les yeux, regarde-toi sur ton lit de mort. Est-ce que tu es en train de mettre en place des actions qui vont t'amener à être heureux sur ton lit de mort? En disant, tiens, bon, ça y est, j'ai fait ce que je devais faire sur Terre. Mm. Ou alors, est-ce que tu vas avoir une frustration? Donc, si tu meurs demain, ce que j'aime à dire, on est tous la veille de notre... Un jour sera la veille de notre mort et on sera vivant la veille de notre mort, si tout se passe bien. Il faut espérer que ce soit le plus tard possible. Mais si on se dit que, ok, tous les jours peuvent être la veille de notre mort, est-ce que si c'est demain, est-ce que là, tu as accompli, avec le temps que tu as eu sur Terre, et tu as Mm. accompli ce que tu devais accomplir? Est-ce que tu es allé faire un pas en avant vers l'accomplissement de toi-même? Donc ça, il faut pas se mentir, tu vois. C'est comme un mec qui va à une compète et qui s'est pas entraîné et qui dit je veux faire premier, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Bah, sur un malentendu, tu aurais fait premier. Mais sur le principe, c'est normal de pas gagner. Mm. Mm. Memento mori, comme disent les stoïques. Euh, Autre chose, et tu en parlais aussi, c'est que quand même, il y a peut-être des stratégies qui peuvent nous éviter certaines erreurs et certains échecs, et c'est notamment le fait de se faire accompagner, le fait de se faire coacher par des gens qui peut-être eux ont fait ces erreurs, tu vois, et vont t'empêcher à un moment donné de le faire. Ouais, en fait, il y a la voie rapide et la voie lente. Et en fait,
La voie rapide, elle coûte plus cher, mais elle va plus vite. L'autoroute, ouais, ça Donc coûte. après, en fait, c'est juste une lapalissade. C'est-à-dire que, en fait, là, j'ai lancé un mastermind, c'est 18 000 € l'année. Tu vois, donc on peut dire que c'est cher. Mais en fait, ce que les gens qui sont rentrés dedans, ce qui rentrent dedans, vont apprendre, on va les débloquer sur des situations qu'ils ont. Et deux, par effet cumulé, ils vont s'en servir sur des années. Tu vois? Et si j'ai créé ça, c'est parce que moi-même, ça m'a débloqué des situations de manière réelle. Donc Mhm. des situations mentales et des situations financières. Tu vois? Parce que il y a plusieurs notions en fait dans la vie, mais on veut aussi des pépettes quoi, quand on investit. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous aurez une douleur quand vous allez vous faire accompagner la première fois parce que ça touche à votre portefeuille. Et une fois que vous l'aurez fait, vous aurez compris et du coup, vous deviendrez addict au fait que en fait, quand tu mets 1 €, ben, tu gagnes soit des connaissances sur ta vie, soit de l'argent. Et du coup, Mhm. après, ben, c'est un jeu de feeling, de trouver la bonne personne dans le bon domaine pour se faire accompagner. Mais c'est une obligation si vous voulez mettre en place les choses. Parce que à un moment, ne serait-ce que l'entourage, ça se paye. En fait, c'est une vérité. C'est-à-dire que si vous avez un entourage de merde, eh ben, vous ferez rien. C'est comme ça. Ça sera 10 fois plus difficile. Euh, Malheureusement, on voit bien ce que ça fait. Euh, dans l'intégration, vous avez des jeunes dans des cités qui ont du mal à s'en sortir parce que leur entourage direct, c'est compliqué. Alors qu'à la base, c'est des bons gars. Tu les sors de là, ils sont capables d'exploser tout. Donc, Mhm. C'est ça. l'entourage, ça n'a pas de prix et ça vaut de l'argent d'avoir un entourage. Euh, donc, pour moi structurant d'aller chercher les bonnes personnes qui vont vous mettre ensuite en relation avec d'autres personnes, etc. C'est, pour moi, c'est un passage obligé. Mais je peux comprendre quand je me remets il y a quelques années en arrière que ça soit compliqué de sortir sa carte bancaire pour un truc où tu te dis, ben non, mais je peux me débrouiller tout seul. Non, mais c'est faux en fait. Parce que si tu pouvais te débrouiller tout seul, tu l'aurais déjà fait. Donc arrête de Mhm. te mentir. T'as rien fait. Si t'as rien fait, assume-le. Et dans ces cas-là, arrête de faire semblant de regarder des choses et de fantasmer. Ou alors bouge ton cul, sors ta carte bancaire et accepte que ça vaille de l'argent. Moi, j'ai quelqu'un qui a rejoint mes programmes il y a quelques années, Jérôme, qui est dans mon livre, qui a témoigné. Il était fiché Banque de France. Le mec, il a eu les coronesses de sortir sa carte bancaire. Ça a été le meilleur investissement de sa vie. Je lui ai changé sa vie. Même moi, je pense que j'aurais pas eu les coronesses en étant fiché Banque de France de le faire. Mhm. Mais il l'a fait. Et résultat, bah, ça lui a changé pas mal de choses. Donc, Mhm. à un moment, en fait, cette question, elle est tellement, elle est tellement évidente pour moi, mais me croyez pas sur parole faite. Soyez un Mhm. bon sceptique. Testez, Mhm. testez. Le feeling, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez que je vous accompagne. Si vous n'aimez pas ce que je dis, bah, venez pas avec moi parce qu'on va pas s'entendre. Parce que à un moment, le feeling, il va pas marcher. Vous voulez vous faire accompagner au niveau mental par Paul, mais en fait, vous n'aimez pas son timbre de voix. Vous n'aimez pas ce qu'il dit, mais n'y allez pas avec lui, il y en a d'autres. Par Mhm. contre, quand les voyants sont verts, ce que je dis souvent en immobilier, arrêtez d'aller. Arrêtez. Arrêtez de. Arrêtons de croire, d'attendre que non, mais ça va être mieux demain. Il n'y a rien qui sera mieux demain dans votre vie si ça fait 3 ans que vous faites les mêmes actions et que vous avez les résultats que vous voulez pas. Ça ne Mhm. marchera pas. Et demain, tu te trouveras une nouvelle raison de pas le faire, C'est quoi. l'histoire C'est. des régimes. Tu vois, t'arrives pas à perdre du poids, tu cherches un autre régime, mais c'est pas le problème du régime, mec. C'est le problème que tu tiens pas sûrement le truc. Il y a de la rigueur, bah fais-toi accompagner. Tu vas. En fait, il y a un truc qui dit Paul là-dessus. Je sais plus qui le dit. Qui disait, en fait, je suis pas assez, je suis pas assez riche pour acheter des choses de mauvaise qualité. Et en fait, dans le sens où quand tu achètes quelque chose de mauvaise qualité, par exemple, ça s'use plus vite. Et au final, ça te coûte plus Oui. d'argent. Moi, Je je sais la plus. connaissais sur. Vous pensez que la qualité vaut cher. En- Enfin, attendez d'avoir recours à un incompétent, un truc comme ça. Ça vous coûtera encore plus cher en fait. Ça vous coûtera le double. Yes. Euh, et c'est le même Mhm. principe. En fait, et ça, ce que tu viens de dire,
Si vous pensez que le savoir vaut de l'argent, regardez l'ignorance, un truc dans le genre. Et en fait, en immobilier, on le sait. Moi, j'ai des gens qui me posent des questions une fois qu'ils ont fait les conneries en essayant de faire tout seul. Et derrière, j'en ai eu qui ont été engagés sur des centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc, quand on parle d'argent, c'est encore pire. C'est-à-dire que le levier, il peut être vraiment méchant derrière. Hmm. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. C'est une, comment dire, c'est une obligation en fait. Et les amis, en fait, à un moment, il faut regarder ceux qui sont les meilleurs dans le monde. Est-ce que vous avez un champion du monde en sport qui n'a pas des coachs de partout? Maintenant, ils ont tous des coachs en sophrologie. Ils ont compris que l'approche mentale de l'entraînement, même pas de la compétition, l'approche mentale de l'entraînement change tout pour le résultat en compétition. On ne parle pas de l'approche de la compétition. On parle déjà de l'approche mentale de comment je vais m'entraîner pour mon échéance. Hmm. Toi, tu dois connaître ça sur le bout des doigts, mais la sophrologie, alors qu'il y a quelques années, on aurait dit non, mais c'est de l'arnaque ce truc, ça sert à rien. En fait, il faut être un bon sceptique dans la vie. Ça, c'est dans le livre d'Olivier Roland, il parle du bon sceptique et du mauvais sceptique. Tester les choses, d'accord? Juste le feeling, d'accord? Mhm. Et à un moment, ça se fait à la tête. C'est-à-dire qu'il y en a, alors si vous êtes là, si vous êtes encore connecté, ça fait 1 heure et demie qu'on discute. C'est que ça va au niveau de nos têtes, à mon avis, on ne vous a pas écœuré Ouais, ouais. complètement. Mais en fait, à un moment, euh, si vous avez un doute, n'y allez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous devez aller avec personne. Ok, il y a suffisamment de monde sur le marché, de formateurs, de coachs, d'accompagnateurs, pardon, pour aller en trouver, mais trouver celui qui marche. Mais arrêtons de nous mentir. Ok? Sinon, on fait de la politique, on fait comme les hommes politiques, c'est-à-dire on continue à raconter un baratin qui marche pas, et l'année d'après, on raconte le même baratin qui marchera pas. Hmm. Tu vois? Mais non, pour notre vie, si on a envie du mieux, arrêtons de nous mentir. Si j'ai fait 4 régimes et que j'ai toujours le corps que j'ai pas envie d'avoir, c'est que j'ai pas mis en place les vraies actions qui me permettent d'y arriver. Point, barre. C'est pas que le régime marche pas, c'est que j'ai pas mis en place les bonnes actions, j'ai pas trouvé le bon levier pour moi, etc. Ouais. La phrase, il me semble que c'était si tu penses qu'un professionnel coûte cher, attends d'avoir affaire à un incompétent. Yes. Et l'idée, c'est un peu, par exemple, ouais, tu veux t'acheter des écouteurs. Tu vois que les meilleurs écouteurs du marché, ils coûtent cher. Bon, t'achètes des écouteurs pas chers. Au bout de 2 mois, ça y est, ils sont finis. Et donc, tu rachètes les meilleurs écouteurs du marché. Et finalement, ça t'aura coûté 2 paires d'écouteurs plutôt qu'une, quoi. Sauf quand t'es comme moi. Les C'est-à-dire. écouteurs, j'ai un gros problème avec ça. Donc moi, j'ai Ah, acheté les AirPods à 250 balles. ouais. Hormis le fait que moi, ils durent pas plus de 2 mois parce que je les perds. Ah, ouais, ça, c'est un autre problème, ça. Non, les écouteurs, si ma famille écoute, ils vont me... Non, j'ai un problème avec ça, je perds tout ça. Donc la dernière paire que j'ai achetée, tu sais où je l'ai achetée? Chez Non. Temu, carrément. Emma? C'est Temu. Emma, non? Non, Temu, tu as les trucs chinois là. Ah, ok, je connais Tu pas. sais Je connais pourquoi? pas. Parce que j'ai acheté le moins cher possible, juste pour écouter au sport, parce que je sais que je vais les perdre. Ok, ouais. Parce que tu Non, vas mais les perdre. c'était pour la petite blague. Et T'es tête en l'air comme moi, ça marche pas ouais, ça. c'est vrai. Mais en Et- fait, c'est une vérité. C'est, en fait, faut arrêter de. En fait, il faut juste conscientiser ça. C'est ça qui est difficile. Mhm. En fait, des fois, on est dans une société où c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours. C'est la faute du patron, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute. Mais ok, maintenant, on part du principe que tout le monde, c'est tous des cons et des incompétents. C'est de la faute de qui, du coup? Bah, c'est lui qui subit les cons et les incompétents. Bouge-toi. Mhm. Rends-toi indépendant des cons et des incompétents. Tu Ouais. vois, il y a des mauvais arbitres. En judo, il y avait des mauvais arbitres. Bon, j'ai déjà été vénère. Et après, quand je me calme, je dis, bah, si je lui avais mis un vrai bon hippon dans sa gueule, normalement, l'arbitre, il n'a pas le choix que de lever la main. Au Ouais. JB, ça peut être galère, ça peut être compliqué. La vérité, elle est, et c'est vrai que des fois, c'est injuste. Si tu l'as soumets et qu'il a tapé, normalement, l'arbitre, Ouais. il dit que c'est fini le combat. Il y a rien à dire. Donc, en fait, il y a toujours des moyens de se passer des incompétents. Mhm. Mais faut se bouger, après, on pourrait vous sortir 1 milliard de phrases, mais faites-le. C'est-à-dire que prenez un engagement là, c'est de mettre en place des actions dans la semaine qui suit qui vous amènent dans la vie que vous avez envie d'avoir. Ok?
si vous avez envie de changer les choses, si vous écoutez ce genre de podcast, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de vous qui a envie de progresser. Ok, on n'est jamais là par hasard. Sinon, si vous n'avez pas de respect pour votre temps. Et comme je sais qu'on a tous du respect pour notre temps, vous n'écoutez pas ça par hasard. Notez les actions et regardez ce que vous avez mis en place. C'est le seul truc qui marche à un moment, c'est qu'est-ce que j'ai fait. On peut blablater dans tous les sens, il y a une vérité à un moment. Est-ce que j'ai bougé? Est-ce que je me suis bougé les fesses? Est-ce que je me suis donné toutes les chances de réussir? Yes. Et pour revenir sur le timbre de ma voix, si vous écoutez le podcast Méditation, c'est qu'a priori vous appréciez le timbre de ma voix adouci à la verveine. Hein. Je bois de la tisane avant chaque épisode pour avoir la voix la plus agréable possible pour vous. Excellent ça. Non, plus sérieusement, du coup, pour finir sur cette notion d'échec, quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent, là, aux auditeurs qui, peut-être, en ce moment, traverseraient une période un peu d'échec, de difficulté, de challenge, que ça soit dans leur projet sportif ou business, etc. Déjà, je leur dirais félicitations. Parce qu'en fait, si vous êtes dans une situation d'échec, c'est que vous avez tenté des choses. Donc, félicitations. C'est-à-dire que vous êtes dans le meilleur moment de votre vie parce que vous êtes dans l'apprentissage. Et en fait, c'est quand on arrête d'apprendre qu'on s'enlise. Donc déjà, félicitations pour ça. Et ensuite, notez de manière concrète ce qui vous a pour vous amené à l'échec. De façon très très intègre. Ne vous mentez pas. Est-ce que c'est une irrégularité dans la pratique sportive? Est-ce qu'au niveau entrepreneuriat, c'est peut-être d'avoir succombé à ce qu'on appelle l'objet brillant à droite, à gauche, au milieu et du coup ne pas être resté focus, ne pas avoir de l'impact? Est-ce que c'est d'avoir fait le crevard et du coup ne pas avoir pris cet accompagnement qui vous aurait aidé? Je suis un crevard, vous le mettez sur la feuille. J'ai été un crevard et je n'ai pas pris l'accompagnement qui m'aurait aidé. Et en fait, vous conscientisez les raisons de votre échec. Je peux vous assurer que si vous conscientisez les raisons de votre échec, plus jamais vous les faites. J'adore. Déjà, c'est vrai, se féliciter, parce qu'en effet, si t'es en échec, c'est que t'as tenté, comme tu dis. Donc, se féliciter, dire ok. Et ensuite, réfléchir à qu'est-ce qui m'a amené là et comment je peux faire pour faire mieux la prochaine fois, quoi. Yes. Et pour conclure là-dessus, tout ça, dites-vous que c'est qu'un jeu. On est en fait des marionnettes dans un jeu géré par des géants. Et on est tous là pour essayer de tirer notre épingle du jeu avec des choses qui sont en fait des chiffres sur un compte bancaire qui circulent d'un compte à l'autre. Et on fait tout ça pour faire quoi? On fait tout ça pour avoir un numéro, un chiffre sur un compte bancaire qui nous permet de faire la vie qu'on veut, les vacances qu'on veut, le sport qu'on veut, manger ce qu'on veut, etc. Et que toi, c'est un grand jeu au final. Yes, se concentrer sur le jeu et pas sur l'enjeu, c'est quelque chose que je dis souvent aussi pour les sportifs. Donc rester focalisé sur le jeu et le fait d'essayer de prendre du plaisir, en tout cas dans le processus, dans l'effort et dans le travail, comme Damien l'a super bien expliqué et illustré là dans ce podcast. Damien, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, merci pour cet échange. On a parlé JJB, entrepreneuriat. Je trouve que les parallèles que tu as pu faire de par ton parcours, ton expérience ont été hyper parlants. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que tous ceux qui nous auront écoutés aussi. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets sportifs, business, familiaux, pour la suite. Et merci encore. Merci à toi. C'était un plaisir. J'adore échanger sur ces sujets-là. Et donc, c'était un vrai plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si vous avez kiffé, moi, je kiffe tes questions. Je kiffe la pertinence des questions. Et n'hésitez pas à encourager le podcast. Hein. J'aime à dire ça parce que, en fait, pour vous, c'est une écoute, mais c'est beaucoup de travail pour organiser ce genre de choses. Hein. Je sais ce que c'est. Et je te félicite. Du coup, votre remerciement que vous pouvez faire, tu es sûrement très humble là-dessus, mais c'est de mettre des commentaires, des avis 5 étoiles sur les plateformes de podcast, là où vous allez écouter, et de le partager autour de vous. Parce qu'en fait, c'est comme un bon livre.
On ne dit pas à quelqu'un que tu aimes, tiens, va, lis ce livre. Si vous aimez la personne, vous lui achetez le livre et vous lui offrez en cadeau. Donc là, c'est la même chose. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager à des gens autour de vous à qui ça peut faire du bien. Yes, merci de ce rappel. Bombarder tout ça. Pour finir, quelles sont tes actualités? Qu'est-ce qui t'attend là? Quels sont tes projets et comment on peut suivre ça surtout? Yes, il y a plusieurs choses. Déjà, pour me suivre, vous avez ma chaîne YouTube. Donc, moi, c'est assez simple. Vous tapez Damien Lamy, donc Lamy Lahmi sur Google. On est plutôt bien référencé, donc vous avez le site internet. Allez sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos qui sortent régulièrement. J'ai également un podcast, Le Why, où j'interviewe des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau. Donc, c'est aussi, vous pouvez aussi aller voir ça. Il y a mon livre, si vous voulez aller plus loin sur mon parcours et sur les premières pépites pour se lancer dans l'investissement immobilier. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions s'il y a besoin sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur le sport. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ensuite, au niveau de mes projets, au niveau entrepreneuriat, du coup là, on a fini de lancer de compléter un mastermind pour investisseurs immobiliers, comme je le disais. Et ensuite, on va lancer un accompagnement. Donc, on accompagne sur des investisseurs immobiliers à se créer en fait leur liberté financière grâce à l'immobilier. Et j'ai aussi un autre produit où j'accompagne, comme je disais, des entrepreneurs à vivre du fruit de leur capital et non plus du fruit de leur travail. Donc ça, c'est un grand sujet. Et pour ça, je suis en train de passer pas mal de certifications pour être vraiment au top niveau. Et j'essaie de kiffer tout ça. Donc ensuite, le JJB, c'est trouver le bon système pour pouvoir faire l'entrepreneuriat, faire mon JJB, faire ma préparation physique. Parce que quand on arrive à un certain âge, en fait, si on ne fait pas de préparation physique à côté du JJB, c'est compliqué de faire du JJB sans se blesser. Yes. Du coup, c'est de faire tout ça et potentiellement faire les championnats de France dans un mois. Je mets encore quelques réserves, donc j'ai mon coach d'ailleurs la semaine prochaine avec qui on va décider, mon coach prépa physique et tout, si j'y vais ou pas. Au niveau du corps, tu vois, parce que voilà, j'ai pas envie d'aller faire le truc de trop qui va m'obliger à aller vers une préparation que mon corps va pas supporter par rapport à l'intensité et à mon niveau de fatigue du moment. Il faut faire les choses, c'est-à-dire qu'il faut ne pas arrêter et pour autant il faut s'écouter et savoir où on peut mettre la machine. Moi je sais qu'aujourd'hui, depuis un moment, je peux pas faire plus de 4 entraînements JJB par semaine. Le 5e, il est de trop. Pour mes articulations, pour mes genoux, il est de trop. Hormis le fait de juste driller, mais moi j'aime bien combattre dans tous les cas. Donc je sais qu'il vaut mieux que je rajoute du renfort physique là-dessus. C'est aussi ça au fur et à mesure d'avoir des coachs et de se faire accompagner, c'est de comprendre, parce qu'on ne comprend pas des fois tout seul ça. Il faut des gens extérieurs pour comprendre là où on est la bonne recette pour nous. Donc voilà, c'est m'épanouir sur tout ça et en tout cas j'étais ravi de partager ce moment avec toi et si vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur les réseaux. Il y a Instagram aussi mais tu pourras mettre si tu veux les liens. Ouais. Et comme ça, on reste en contact. Et surtout, bougez-vous, passez à l'action et ne vous mentez pas. Kiffons ce qu'on est en train de faire, kiffons notre petit passage sur Terre parce qu'au niveau de l'histoire, on est de passage que pendant quelques années. Yes. Le message est passé. Je pense que c'est clair, net et précis. Merci Damien. N'hésitez pas à aller suivre Damien vraiment sur les réseaux, à le contacter si vous voulez. Je vous mettrai tous les petits liens. Merci encore à tous d'avoir suivi l'épisode. Merci Damien et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Méditation. Ciao. Ciao.